Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Aujourd'hui, je rencontre Christian Clot pour son livre Les clés de l'adaptation humaine, publié par les éditions de Noël, dans lequel Christian nous partage 12 clés d'adaptation pour affronter le monde de demain. Puisqu'on découvre au fur et à mesure de ses travaux sur l'adaptation que malheureusement, recevoir une information, c'est très important, mais ça ne fait pas changer les gens parce que c'est pas comme ça que fonctionne notre cerveau. On constate qu'il y a des intrants cognitifs qui sont des nécessités, notamment que l'émotion et plus encore la sensorialité sont les mécanismes principaux de prise de décision. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue dans Radio Recyclerie et bravo car ton livre a été sélectionné dans le cadre du prix du livre Environnement 2025. Depuis 2006, la Fondation Veolia, elle décerne le prix du livre Environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète, avec comme idée fixe, c'est que la lecture, elle a un vrai pouvoir pour sensibiliser aux enjeux de notre planète et aux enjeux de notre siècle. Quelles sont, première question pour toi Christian, quels sont les pouvoirs que tu donnes à la lecture ? Les pouvoirs qu'on donne à la lecture, écoute, je pense que après le vécu réel, à savoir le moment où on est vraiment au sein d'une nature ou au sein d'un projet et qu'on est en train de le vivre physiquement, ou émotionnellement, intellectuellement, c'est sans doute l'acte le plus proche de ce qui peut être cette sensation unique de se plonger dans un univers, de se plonger dans un monde qui est très puissant parce que contrairement sans doute à l'image brute ou même à la photographie qui en soi sont des arts extraordinaires aussi, nous permet de générer un imaginaire. Ce qui m'intéresse avec la lecture et même avec la bande dessinée d'ailleurs, c'est pas tellement les lignes qui sont écrites ou les cases de la bande dessinée, c'est les interlignes et les intercases qui elles nous laissent la place à tous nos imaginaires. Et je pense que cette capacité de générer l'imaginaire au moment où on lit, au moment où on se projette dans un récit, qui soit réaliste ou de science-fiction ou de fiction tout court, nous offre un univers absolument fabuleux et nous donne cette envie aussi de pénétrer le texte, de pénétrer ce monde et d'être peut-être un acteur de ce territoire qu'on est en train de lire. Et ça, c'est assez unique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui nous donnent une telle capacité de plonger dans des nouveaux mondes. Ouais, c'est marrant que tu le dises comme ça parce que souvent je dis que la lecture, mais aussi tu vois l'écoute peut-être des podcasts, ça permet d'être vraiment acteur parce que ça laisse énormément de place à l'imaginaire, là où la vidéo et la photo mettent sans doute un peu plus dans le siège du spectateur, du passager, parce qu'il y a déjà quand même un gros travail de projection visuelle qui est fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis toi aussi. Oui, c'est important en tout cas d'avoir des capacités de ne pas recevoir prémâcher toutes les informations. Et on est des êtres, et aujourd'hui c'est quand même largement démontré, hein, on est des êtres émotions, et nos capacités décisionnelles, nos capacités imaginaires, nos capacités de projection passent par les émotions et la reconstruction de ces émotions par rapport à des sensorialités qu'on a vécues dans le passé ou dans l'immédiateté. On fonctionne sur cette capacité de reconstituer un univers dans nos cerveaux. Et lorsqu'on le vit, parce qu'on est encore une fois dans la situation, c'est évident que le cerveau peut le faire. Lorsqu'on est par exemple dans une pièce fermée puis qu'on n'a pas cette possibilité de vivre par exemple la nature, ce qui va nous permettre de la reconstituer de la manière la plus fine, c'est pas tellement de voir une image qui quelque part nous donne un état de fait, mais c'est effectivement de pouvoir construire un imaginaire. Et en ce sens, la lecture et certes certainement l'écoute d'un podcast qui lui aussi ne donne pas l'image immédiate, peut avoir cet effet, bien que la lecture soit encore plus puissante parce que la concentration nécessaire à lire un texte développe la capacité de projection du cerveau beaucoup plus que l'écoute. Ça, c'est tout de suite la question que j'aimerais pas qu'on me pose et pourtant je vais te la poser presque en introduction de cet enregistrement, Christian. Si tu devais apporter un seul et unique livre sur une île déserte ou peut-être dit autrement, si tu devais nous livrer le livre qui a peut-être marqué un vrai point de bifurcation dans ta vie, tu peux nous en livrer plusieurs vraiment si c'est trop compliqué pour toi, ça serait lequel ? J'allais dire, c'est effectivement vache parce que je pense que ça dépend. En réalité, dans nos vies, je pense qu'on se construit autour d'événements et donc de lectures très différemment en fonction de la période de notre vie. C'est sûr que quand on a 12 ans,
ce qui va construire notre imaginaire n'est pas forcément la même chose que quand on a 30 ans ou 20 ans. Et c'est pas évident de dire, ok, bah c'est vraiment ce livre-là qui a fait la différence parmi tous les autres qu'on a vécu à différents moments de notre vie où on avait des modes de pensée, des modes de fonctionnement qui étaient différents selon nos âges. Si je dois en choisir qu'un seul, si je dois vraiment dire, voilà, c'est ce livre, et si effectivement aujourd'hui tu me donnes pas le choix et que tu brûleras tous les autres livres sauf celui-ci, j'emporterai Les Racines du ciel de Romain Gary, qui à mon sens est le livre fondateur de l'écologie moderne, alors qu'il n'a pas du tout été écrit pour ça et qu'il n'a pas d'ailleurs été perçu comme ça à sa sortie, mais c'est vraiment le livre qui fait une bascule à une époque où on parle pas encore d'écologie, on parle très peu de protection de la planète, on parle quasiment pas de la protection de la biodiversité. C'est le livre qui est un marqueur fort de cet humain qui va se battre pour quelque chose, qui a priori, attention, hein, je dis bien a priori, ne sert à rien. C'est-à-dire cet humain qui part en Afrique pour défendre des éléphants qui ne sont même pas chez lui. Pourquoi? Pourquoi tu vas faire ça, Morel? Et je crois que non seulement la puissance d'écriture de Romain Gary et le thème qu'il a abordé dans ce livre font, à mon sens, des Racines du ciel un des livres les plus importants à avoir lieu dans sa vie. Voilà, si je dois en apporter qu'un, ce sera celui-là. Maintenant, j'aurais pu te répondre pas mal d'autres, parce qu'en réalité, moi, je me suis construit au travers de certaines lectures, et je pense qu'effectivement, ce que je suis aujourd'hui existe parce que quand j'avais 10, 12, 15 ans, j'ai lu des textes qui m'ont transporté, et c'était pas à ce moment-là les Racines du ciel. Donc tu as accordé, j'ai l'impression, beaucoup de place à la lecture dans ta vie. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu passes de l'autre côté? À quel moment tu t'es autorisé à devenir auteur, écrivain? D'ailleurs, je sais pas comment tu te décris. Non, je suis pas un écrivain, j'ai pas cette prétention-là. Je crois qu'il faut laisser à l'écrivain ce qu'il est dans la création d'une œuvre, dans une continuité, dans un continuum où on part d'un état de son premier livre et on écrit un jour son dernier livre, et entre les deux, il y a eu toute une mode de pensée qui s'est développée. Et ça, c'est l'écrivain, et il passe sa vie à ça. Moi, je me considère comme un auteur, à savoir quelqu'un qui, à un moment donné, a cru que c'était pas inintéressant de coucher sur le papier des événements, des éléments, des notions qui me paraissaient assez importantes pour être communiquées. Et, et, et c'est quelque chose qui est pas anodin. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps. J'écris depuis que je suis adolescent. Enfin, j'ai commencé à écrire quand j'ai fait ma première expédition à 16 ans. Euh, et déjà avant, j'écrivais un peu parce que je faisais du théâtre et que j'écrivais des petites choses, des choses comme ça, mais c'était une manière pour moi de coucher sur le papier des idées et de pas les oublier. Après, je me suis mis à écrire pas mal. J'ai écrit des carnets, des carnets, des carnets, comme je pense beaucoup de monde, notamment quand on voyage. Et en fait, ce qui m'a donné envie de passer de l'autre côté la première fois, savoir de me dire, OK, bah maintenant, j'estime que j'ai le droit de publier quelque chose. C'est en tout cas pas parce que j'étais fier de ce que j'avais fait, mais parce que j'avais rencontré des territoires, rencontré des humains qui m'avaient profondément marqué, qui m'avaient suffisamment marqué pour que j'ai eu envie de me dire, mais on a besoin que le monde, soyons modestes, euh, les connaisse aussi. Et d'ailleurs, mon premier livre, c'est pas un livre de récit pur, c'est un livre qui mélange images et texte, parce que je me sentais pas du tout en droit de partager ces idées uniquement au travers de mon texte, et je pensais qu'il fallait vraiment l'image pour qu'on comprenne ce que j'avais voulu écrire. Ce qui déjà dénote un certain doute sur ma capacité d'écriture. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai écrit, c'est là encore parce que je parcours un territoire qui est la cordillère de Darwin et la Patagonie, qui marque tellement les esprits, qui marque tellement les cœurs, qui provoque des telles émotions à une puissance que nulle part ailleurs j'ai connue. Là encore, j'ai eu envie, et je l'ai fait parce que c'est un éditeur qui est venu me chercher, qui m'a dit, mais je t'ai entendu raconter cette histoire, et tu dois la partager. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, bah, les choses faisant ce qu'elles sont, on commence à écrire d'autres choses et tout ça. Mais voilà, enfin, pour moi, l'écriture,
c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que c'est pas, j'écris pas comme je respire, c'est à chaque fois un travail, c'est à chaque fois une douleur, c'est à chaque fois quelque chose où je vais puiser quelque chose en moi parce que ça me fait remonter des choses que j'ai vécues sur le terrain. J'ai encore pas écrit les livres que je pense devoir écrire, qui sont ceux qui sont les plus douloureux parce que c'est des rencontres avec des humains qui eux-mêmes étaient en souffrance et je me rends compte qu'un jour je devrais écrire ces histoires. Mais je me sens pas encore prêt. Donc, voilà, j'ai répondu à une question qui était simple, hein, pourtant, mais voilà, j'écris depuis longtemps, mais je m'autorise pas encore à me considérer comme un écrivain. Bah écoute, ta réponse longue, moi je la prends comme un compliment parce que effectivement, parfois des réponses simples, ça apporte, ça demande de la nuance et ça dit quelque chose de celui qui prend le temps vraiment d'y répondre en profondeur. Donc merci pour ça. Une autre question qui est d'apparence simple et qui peut aussi, je crois, apporter une réponse assez longue, c'est tu écris pour qui? Tu l'as un tout petit peu dit là dans ta réponse précédente, pour celles et ceux qui sont restés chez toi ou dans ton milieu, parce que toi tu t'es extrait de ton milieu, tu as vécu des aventures, tu l'as dit comme ça, et donc j'ai l'impression que tu veux les partager à celles et ceux qui les ont pas vécues, mais c'est peut-être plus complexe. Tu vas peut-être formaliser une autre réponse. Tu avais peut-être l'idée même quand tu écrivais d'un public, ou peut-être que tu t'adressais à une personne en particulier quand tu rédigeais tes bouquins. Je pense qu'on écrit d'abord toujours un peu pour soi. C'est-à-dire que c'est une manière déjà de poser sur le papier des choses qu'on voudrait ne pas oublier, puisque moi j'ai la conscience depuis très tôt dans ma vie, et c'est ce qu'on a prouvé aussi au travers des différentes études scientifiques, hein, que la mémoire s'altère très rapidement et qu'en fait on est tous victimes de nos propres mémoires, où on idéalise, où on détruit des moments qu'on a vécus. Et je crois que l'écriture nous permet de fixer cet instant tel qu'il a été au moment où on l'a vécu. C'est pour ça que les carnets sont importants, c'est pour ça que l'écrit de l'immédiateté est importante, parce que ça nous donne les bases, en tout cas, de réalisme. Et après, évidemment, quand on va écrire, on va peut-être y mettre d'autres choses dedans. Mais j'écris donc forcément d'abord pour moi quand j'écris sur mes carnets. J'écris parce que oui, j'écris pour des personnes. J'écris parce que j'espère que les personnes que j'aime pourront ainsi comprendre ce que je vis, comprendre pourquoi parfois je m'en vais, comprendre pourquoi j'ai parfois tout quitté, je peux voir même les ai quittées elles, ces personnes, pour partir dans des expéditions et des recherches scientifiques qui peuvent paraître aberrantes. Et écrire, c'est un peu leur écrire à elles, à ces personnes. C'est leur dire ce que je ne sais pas faire par les mots, parce que là, je parle beaucoup, hein, je fais des conférences, je présente des choses à des publics, on est en train de parler sur un podcast, mais la réalité, c'est que je parle très peu de ce que je vis en expédition. C'est quelque chose que je sais pas faire. Je sais pas, comme ma mère me demande toujours, mais raconte-moi ce que tu as vécu. Et j'en suis incapable, parce que c'est quelque chose qui appartient à l'instant qu'on a vécu. Et l'écrire, tout d'un coup, c'est cette possibilité de l'extirper de cette instantanéité et de le partager à d'autres. Et donc, en écrivant pour des personnes que j'aime, bah, je me dis que après, bah, peut-être que d'autres personnes que je connais pas pourront trouver ça intéressant quand même aussi. Et ça, c'est en tout cas pour les récits d'exploration. Et puis maintenant, clairement, mes derniers livres, que ce soit des clés d'adaptation, que ce soit Covid et après, que ce soit même Explorer demain, ça, ce sont des livres qui se rapprochent plus des essais, voire de la philosophie, pour Explorer demain en tout cas. C'est des livres qui questionnent notre capacité à faire monde de demain, en tant qu'humain, à le générer pour qu'il soit possible pour nous et pour la nature qui nous entoure, et qui permettent de retrouver ces équilibres qu'on a complètement perdus depuis maintenant quelques décennies ou quelques siècles. Et donc là, j'écris effectivement plus dans un but, c'est d'être lu pour que on ait des prises de conscience sur un certain nombre de choses. Et là, ça m'échappe complètement parce qu'évidemment, bah, c'est un espoir qu'on a, hein, de faire vibrer les humains suffisamment pour qu'ils aient envie de changer des choses dans leur vie. C'est très prétentieux d'ailleurs, mais c'est un désir quand même. On n'a pas encore parlé de ton livre, Christian. On va le faire maintenant. J'ai énoncé en introduction de ce podcast que tu avais publié ce livre chez Desnoël, Les clés de l'adaptation humaine. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît, et si tu disais que ces derniers livres que tu as publiés, tu les as publiés pour faire vibrer les autres êtres humains et les amener à se poser la question de leur place et de leur rôle et de leur envie de faire bouger les choses. Est-ce que tu peux peut-être me dire un petit peu plus précisément quelle a été l'intention vraiment derrière cet ouvrage-ci, s'il te plaît?
Cet ouvrage, c'est pour moi une immense étape de ma vie, hein, parce que j'y mets 20 ans de travail dedans. C'est-à-dire qu'en 2002, je commence à travailler sur le principe adaptatif. Euh, D'abord de manière assez passive, puis de manière très active, puis d'en faire mon métier à 100% au fil des années. Je fais beaucoup de recherches, je vais beaucoup sur le terrain, je mène des travaux scientifiques à pousser sur ces notions-là. On peut modéliser grâce à ces travaux les mécanismes adaptatifs, les mécanismes cognitifs, en tout cas certains des mécanismes cognitifs. Et il y a des constats qui deviennent des évidences que peut-être qu'on s'est un peu trompé depuis quelques années sur la manière qu'on avait d'apporter les messages qu'on voulait faire passer aux humains sur les besoins écologiques, sur les besoins environnementaux, sur les besoins climatiques. Puisqu'on découvre au fur et à mesure de ces travaux sur l'adaptation que malheureusement recevoir une information c'est très important, mais ça fait pas changer les gens parce que c'est pas comme ça que fonctionne notre cerveau. On constate qu'il y a des intrants cognitifs qui sont des nécessités, et notamment que l'émotion et plus encore la sensorialité sont les mécanismes principaux de prise de décision et non pas cette rationalité qu'on a un jour pensé être des fonctionnements nécessaires où on a ces décisions rationnelles d'un côté et puis les décisions émotives de l'autre. Bon, tout ça, c'est balayé dans ces recherches. Et 20 ans plus tard, j'arrive avec cette connaissance quelque part aujourd'hui de quels sont les mécanismes les plus puissants pour aider une personne à faire acte de changement, à savoir prendre la décision d'entamer un parcours qui va nous faire passer d'un état où on est aujourd'hui, l'état A, à un état B qui sera différent et qui va être un parcours de difficulté, souvent de douleur, parce que changer, c'est difficile. Et cette prise de conscience que de dire aux gens, il vous faut changer, c'est qu'on leur demande un acte douloureux. Et que, par conséquent, comme le cerveau n'aime pas la douleur et qu'il va plutôt essayer d'être dans le plaisir, on demande un acte qui est contre-productif au cerveau. Et donc, j'ai voulu, au travers des clés de l'adaptation humaine, expliquer tout ça et donner quelques notions, quelques clés, quelques bases qui sont indispensables pour donner envie à nos cerveaux de faire ce travail d'évolution, de transformation, en réduisant au maximum cette douleur que ça implique. Parce que, quand je parle de douleur, quand on arrête quelque chose qu'on aime, c'est difficile. Et on sait bien que pour aujourd'hui faire face aux grands enjeux du futur, on va devoir changer des choses qu'on aime bien faire. Et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, le livre aujourd'hui, c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans de recherche qui sont résumés dans un ouvrage de 280 pages, je sais plus combien, 260 pages, qui, à mon sens, et en tout cas à mon échelle, est la quintessence de ce travail et une méthode quasiment de soutien à aider des personnes à changer. Quand on parle des livres, moi j'aime bien les imaginer, tu sais, avec des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des tantes. Et la question que j'ai pour toi maintenant, c'est si jamais tu vois, tu devais prendre une photo de famille de ton livre posée sur une étagère, tu mettrais quelles autres couvertures, quel lien de filiation, quels héritages, quelle proximité est-ce que tu vois Avec d'autres une, livres, tu veux dire? une appartenance de ton livre à d'autres livres, effectivement, que toi tu connais forcément, que tu as lu, que tu as aimé? Est-ce que tu lui prêtes, je sais pas, est-ce que tu es presque là avec la capacité de dessiner un peu l'arbre généalogique de ton livre? Un livre comme les clés d'adaptation, c'est encore une fois 20 ans de travail, c'est plus de 2000 références bibliographiques. Donc c'est de dire que je vais pouvoir dresser l'arbre généalogique complet. Je dirais, pour simplifier un peu les choses, allons plutôt sur ce qui a été les actes fondateurs, en tout cas, de ce que va devenir, de ce qui a présidé à l'écriture de ce livre. On pourrait citer le premier, hein, le plus important de tous, c'est Antonio Damasio avec l'erreur de Descartes, qui pour la première fois en 94, il l'écrit en 94, mais évidemment c'est là encore le fruit de dizaines d'années de travail de sa part, qui pose vraiment pour la première fois, de manière étayée, structurée, scientifiquement prouvée, que les émotions sont la clé de nos décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'époque extraordinaire. C'est vraiment un game changer dans l'idée, dans l'imaginaire qu'on a de la décision. Et malgré ça, et malgré l'importance d'Antonio Damasio dans l'histoire de la neuroscience, on va en France lutter, et en France, en Europe en général, et même aux États-Unis,
on va lutter contre ça. On va continuer de penser cerveau raisonnable, cerveau émotif. Encore il y a quelques années, encore aujourd'hui, c'est encore enseigné dans quelques universités, c'est une aberration totale. On pourrait citer de la même manière Lisa Feldman Barrett, qui est une immense neurobiologiste aussi en neurosciences, qui écrit La vie secrète des émotions et qui prolonge un peu le travail de Damasio, parce qu'en fait, ça va faire le lien qui va devenir la source de mes recherches entre le fait que il y a un corps, que ce corps ressent des vibrations qui sont nos sensorialités, les fameux 5 sens, on peut peut-être en avoir 6, 7, je ne sais pas, mais en tout cas nos fameux sens qui nous permettent de ressentir le monde autour de nous. Le cerveau qui prend ces sens et qui les transforme en émotion, je ressens quelque chose et ça me provoque une émotion, et cette émotion qui va nous amener à la décision. Et donc on comprend dans ce mécanisme-là, grâce à Damasio et Feldman Barrett, que pour faire changer quelqu'un, pour que nos décisions arrivent à quelque chose de nouveau, il faut d'abord avoir ressenti par le corps, puis par l'émotion, qui se transforme enfin en décision. Et ça, c'est révolutionnaire, c'est fondamental, et c'est aujourd'hui prouvé de manière certaine. Donc ça, c'est peut-être mes 2 premières filiations. Ensuite, on pourrait y ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des livres comme Les Racines du ciel, des livres comme Les Cavaliers de Joseph Kessel, des livres comme à sa manière Boris Vian. On est là dans des livres qui vont nous pousser à questionner le plus profond de nos sensations émotives dans des contextes d'une nature réelle et d'émotions, d'amour, de sensations, de rejet parfois, d'un système qui nous entoure et qui fait même le sens de ce qu'on peut ressentir au moment où on est confronté à un certain nombre de choses dans nos vies. Et tout ça, petit à petit, construit ma pensée, construit mes recherches scientifiques, et je me rends compte à un moment donné que on continue de calquer plein de choses sur le cerveau, et c'est là que je me rends compte en 2002 que il nous manque le trait d'union entre ces grandes théories fabuleuses qu'ont posées des Damasio, des Feldman et autres, avec la réalité de ce qu'on vit sur le terrain, le concret du quotidien. Et ça va être le début de mes recherches pour faire relier la théorie des émotions décisionnelles à la réalité quotidienne des émotions décisionnelles. Et puis ensuite, il y a un autre livre qui va livre, alors je parle de livre parce que ça touche le grand public, mais d'abord c'est des études scientifiques qui sont publiées à chaque fois, de Catherine Vidal. Le livre c'est Cerveau, sexe et pouvoir, et qui elle pose très clairement l'idée que s'il y a des différences cognitives entre les femmes et les hommes, c'est pas parce que notre cerveau c'est différent à la naissance, c'est parce qu'on lui apporte des informations qui sont différenciées et qui différencient la méthode de pensée de 2 êtres vivants. Et là, c'est un nouveau déclic pour comprendre que je dois mieux aller saisir ce que représentent les intrants qu'on apporte à ce cerveau, donc à nos corps et nos émotions, pour qu'elles soient suffisamment universelles pour que chacun qui est nous, femmes, hommes et autres aujourd'hui, une capacité d'être libre de sa fonction même de penser. Et tout ça va devenir des clés d'adaptation humaine. Tu me disais en off, avant qu'on lance l'interview, que tu n'avais pas du tout eu le temps de regarder mes questions, mais je trouve que tu réponds vachement bien pour quelqu'un qui les a pas préparées. C'est des sujets qui sont ancrés en moi depuis quand même quelques temps. Tu parles d'émotion depuis le début de notre interview, Christian. Je pense que tu as utilisé ce mot plusieurs dizaines de fois déjà. Est-ce que tu as pensé à un parcours émotionnel pour les lectrices et les lecteurs qui vont prendre en main ton livre? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ce que tu essaies de leur faire ressentir avec ton livre Les clés de l'adaptation? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça a été je me suis posé longuement la question de ce que devait être ce livre, entre un livre auquel je rêvais dans un certain sens initialement, j'aurais publié chez Odile Jacob par exemple, avec vraiment une théorie scientifique décrite de A à Z, avec tout ce que ça représente, et ça aurait permis de finir une sorte de démonstration scientifique accessible au grand public. Ça, c'était une solution, et elle aurait été bonne en soi. Je me suis posé la question si j'écrivais un roman où j'allais intégrer tous les ingrédients pour que me dire tiens, ça va peut-être toucher des gens qui liraient pas du tout ce genre de livre, et puis voilà. Et puis finalement je me suis rendu compte que
tout ce que j'avais fait comme travaux et ce désir que j'avais eu de faire le trait d'union entre un Damasio et une réalité de terrain, c'était justement la réalité du terrain qui me l'avait apporté. C'était ce vécu que j'avais ressenti, soit seul, soit avec mes équipes, soit avec d'autres groupes sur le terrain. C'est des moments, c'est des instants qui ont été des déclics pour comprendre un certain nombre de choses qui sont devenues ensuite des études scientifiques. Donc je me suis dit, je vais garder ce modus operandi, à savoir de commencer pratiquement tous les chapitres par un événement, une réalité qu'on a vécu sur le terrain, un temps, un instant, un moment d'émotion fort, un moment où on perd quelqu'un devant nous, mais heureusement on le rattrape derrière, un moment où on est face à une nature démesurée, un moment où on comprend plus ce qui nous arrive parce que on est confronté à des situations qui nous dépassent complètement et qu'ensuite on est capable d'analyser. Donc je commence quasiment chaque chapitre par un instant, un moment de terrain, généralement qui démarre mal et qui se termine bien, et qui me permet ensuite de tirer le fil d'une des pensées scientifiques qui est reliée à cet événement. Et donc j'ai voulu un livre qui était à la fois, j'espère en tout cas, relativement agréable ou facile à lire, parce qu'on y rentre par des histoires qui peuvent tous et toutes nous toucher, mais qui va aller chercher ensuite ces fonctions scientifiques qui expliquent nos fonctionnements cognitifs. Et enfin, alors ça s'appelle les clés d'adaptation. Je ne sais pas si c'est le meilleur titre, parce qu'en réalité, ça fait un petit peu développement personnel, alors qu'on est très loin de ça. D'apporter ce qu'on a montré au travers de ces années de recherche avec le Human Adaptation Institute et avec mes recherches, c'est que on pourra pas dire tout ce qu'il faut pour qu'une personne s'adapte, mais on sait que si un certain nombre de clés ne sont pas présentes, on peut pas s'adapter. Donc là, j'ai voulu expliquer la douzaine d'éléments, la douzaine de notions qui sont nécessaires à un parcours adaptatif. Encore une fois, c'est pas parce qu'on les a qu'on va réussir à s'adapter. C'est pas qu'il n'y en aura pas d'autres en plus, il y en aura même peut-être beaucoup d'autres en plus, mais si celles-là ne sont pas présentes dans le parcours, ce sera très difficile, voire impossible de s'adapter. C'est ce que j'ai voulu raconter avec ce livre, en repartant à chaque fois d'événements, d'émotions, de sensations qu'on a pu vivre sur le terrain. Là encore, question impossible pour toi, Christian, et pourtant je vais te la poser. Est-ce que tu as une découverte, quelque chose qui t'a vraiment marqué, que tu as partagé dans ton livre et que tu veux nous mentionner? Est-ce qu'il y a vraiment un fait marquant que tu veux nous livrer maintenant? C'est peut-être pas parce que c'est le plus marquant, c'est peut-être parce que c'est celui qui te vient, c'est peut-être parce que, je sais pas, en fonction de comment se déroule l'interview pour toi, mais il y a un truc que tu veux nous livrer là, s'il te plaît? Ouais, c'est effectivement une question compliquée parce que j'ai la chance ou la malchance d'avoir vécu beaucoup de faits sur le terrain et tous m'ont marqué. Vraiment, et c'est pas une forfanterie, c'est que je me suis construit et j'ai construit ma pensée de recherche sur tous ces moments. Mais clairement, je pense que le moment le plus marquant, un des moments marquants de ma vie, c'est lorsque dans une expédition, alors qu'on était deux en kayak avec ma compagne de l'époque, euh, on était en train de naviguer dans les canaux marins de Patagonie, qui sont un labyrinthe de canaux très complexes où il y a des courants marins qui sont terrifiants, et notamment il y a ce qu'on appelle les Willy Woo. Alors le Willy Woo, c'est un vent de 200 km/h qui passe d'un coup. C'est vraiment un coup de poing, c'est une baffe qui passe en un instant. Et donc on peut pas prévoir à l'avance, qu'on peut pas prévenir, et évidemment il faut pas être dans l'eau à ce moment-là. Et évidemment, un jour, quand on naviguait, on a soudainement vu devant nous arriver cette tornade blanche qui avance à la vitesse de plusieurs centaines de kilomètres heure et qui est en train de nous tomber dessus. Et, et tout bascule en j'allais dire quelques secondes, presque quelques millièmes. C'est-à-dire que le temps de lever la tête, de voir cette vague, de crier, on doit se mettre à la côte, c'est déjà trop tard, la vague est sur nous, et je vois le kayak de mon ami se faire soulever de plusieurs mètres, se casser, retomber au milieu de ces canaux. L'eau est à 2 degrés, 2-3 degrés. La tempête est gigantesque. Je me suis poussé par l'arrière par une autre vague qui, elle, fait courant inverse avec le Willy Woo, et j'avance sans pagayer à une vitesse considérable qui m'amène vers elle. Et j'ai à peine le temps de crier, accroche mon kayak, que je la vois essayer de retenir le sien, parce que dans le sien, il y a la nourriture, entre autres, donc elle veut pas le perdre. Et je suis balayé, je suis transporté loin d'elle, et c'est impossible pour moi de revenir. Et là, je la perds de vue, et elle me perd de vue, et j'arrive à me mettre à l'abri à un moment donné, et là, c'est terminé. C'est-à-dire, je sais que dans ces conditions-là, on survit pas. Euh,
Et là, on peut imaginer, enfin, pendant 2 heures, je suis dans mon kayak, j'essaye de repartir je suis protégé par une petite anse derrière laquelle, ben, on est protégé du vent et j'essaie de me rejeter dans les canaux pour aller la chercher de manière illusoire et à chaque fois, c'est impossible. Euh, et ce moment-là, il va, parmi d'autres, bah forcément, il va aller chercher des émotions qui sont d'une puissance rare parce que c'est l'être que vous aimez le plus au monde qui vient de disparaître, que vous l'avez amené là, elle a disparu devant vos yeux, et que comment vous allez reconstruire ça. Et pendant 2 heures, évidemment, je pense pas encore à comment je vais reconstruire ça, mais je me questionne sur un nombre de choses considérables, sur comment est-ce qu'on est capable comment je vais pouvoir, quand la tempête va se calmer, repartir. Est-ce que j'aurai le droit de le faire? Est-ce que je pourrai le faire? Est-ce que j'aurai la volonté de le faire? Et quelle est l'émotion suffisamment puissante dans ma tête pour contrer l'émotion de la perte de l'être qui vous est le plus cher devant vous? Ça, c'est un moment de ma vie qui a été très particulier parce que c'est la première fois que je mets le doigt de manière aussi puissante que ça sur la nécessité de trouver l'émotion qui sera assez forte pour contrer l'émotion initiale de la perte. Alors que jusque-là, je m'étais pas posé la question en ces termes aussi précis. Et c'est là que je comprends, enfin, c'est après que je vais le comprendre, mais c'est là que je vais comprendre la nécessité du positif dans l'émotion pour pouvoir repartir. C'est-à-dire que je ne pourrai pas repartir juste parce que j'ai la douleur. Je vais repartir parce que j'ai quelque chose qui me pousse à croire en demain. Et ça va faire partie évidemment de mes recherches futures. Alors, je raconte cette histoire, je la raconterai pas sinon, parce qu'en fait, elle se termine bien, parce qu'en fait, cette personne est une nageuse hors pair, et qu'en fait, elle va réussir à nager jusqu'à s'accrocher à un rocher et se retenir à ce rocher durant la fin de la tempête et s'en sortir. Et je vais apprendre en discutant ensuite avec elle, parce qu'on va se retrouver dans un état terrifiant, mais on va se retrouver, on va se sauver tous les deux, qu'elle-même avait la même pensée que moi, à savoir, elle m'avait vu disparaître avec mon kayak, et elle avait une peur bleue que j'essaie de venir la chercher, et donc je me remette en danger ou que je disparaisse, et elle a pensé à un moment donné que j'avais disparu aussi. Et donc on avait les deux la même sensation, la même pensée, et quand on a discuté ensemble, on a trouvé la même chose, à savoir, elle, le besoin de croire que j'allais encore exister demain, et donc de nager pour ça, pour venir me montrer qu'elle était, elle, en vie. Enfin, donc c'était une puissance, voilà, c'est un moment de ma vie qui est évidemment très fort, qui pendant 2 heures a été une sorte d'arrêt de mon monde, mais comme ça se termine bien, j'ai le droit de la raconter, quoi. Comment enchaîner après cette réponse, Christian? C'est ça, moi, la question que je me pose. Waouh! Merci pour ta réponse. En tout cas, je te propose un autre exercice. Ça nous permettra de changer un peu de ton là et d'énergie après tout ce que tu viens de nous livrer. Je reste un peu sur cette idée que les livres, c'est des véhicules. Alors, ils nous permettent de nous mettre à la place des autres. Ils nous mettent aussi dans une posture d'imagination hyper fertile, hyper puissante. Moi, j'ai l'impression aussi que parfois, c'est presque comme des moyens de se téléporter, tu vois, dans l'histoire souvent, parfois dans le futur. Est-ce que toi, tu as envie de nous lire un passage d'un texte qui est important pour toi et qui tient un peu certaines des valeurs que tu aimerais voir se développer largement si ton travail se normalisait, tu vois, et qu'on arrivait enfin, en tant Ouais, alors, qu'humanité, à avancer? c'est une question que tu m'as posée juste au début de l'interview. Est-ce que j'aurais un texte à lire? Donc, c'est pas évident pour moi parce que j'ai effectivement je suis pas avec mes livres ici et j'ai pas forcément. J'aurais voulu te lire si j'avais effectivement pris la peine de lire tes questions hier quand tu me les as envoyées, mais je l'ai pas fait. Donc c'est de ma faute. J'aurais aimé te lire un passage des Racines du ciel, le premier moment où Morel voit un éléphant, qui je pense raconte toute l'histoire de notre lutte d'aujourd'hui, vraiment. Mais je l'ai pas là, donc je vais pas l'inventer. Même si je l'ai lu beaucoup de fois, je le connais quand même pas par cœur. J'ai retrouvé un peu par hasard un passage de livre qui est un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Au cœur des extrêmes, qui raconte une expédition un peu particulière puisque pour arriver à essayer de mieux comprendre les impacts climatiques sur l'humain, j'ai emmené une expédition qui s'appelle Deep Climate où j'ai emmené 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes dans 4 climats différents.
3 climats différents, pardon, avec eux. Et pour préparer ça, j'avais décidé de tenter d'abord la chose moi-même, d'aller tout seul dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Mais comme j'étais seul et que j'avais à l'époque une bonne capacité, j'ai décidé de choisir les extrêmes absolus. Donc l'endroit le plus chaud de la planète, l'endroit le plus froid, l'endroit le plus humide et chaud, l'endroit le plus versatile. Donc 4 expéditions un peu bordéliques quand même, à chaque fois de 30 jours sur le terrain, en solitaire absolu et sans aucun moyen de communication, même pas une balise ou quoi que ce soit. Donc si j'avais un problème sur le terrain, je pouvais pas appuyer sur un bouton pour qu'on vienne me chercher. Et je voulais vraiment, par là, essayer de ressentir ce que des personnes pris dans une tempête, pris dans un tsunami, pris dans une condition climatique extrême ressentaient. Et là, je vais vous lire un tout petit passage, hein, c'est une demi-page. Je suis dans le désert du Dartelout en Iran, c'est l'endroit le plus chaud depuis maintenant 10 ans sur la planète. Ça fait 5 jours de suite que je vis 58 degrés à l'ombre, qui fait 45 degrés la nuit, donc il fait 45 la nuit, 58 la journée. Le sol est à 90 degrés. Bref, je suis dans une fournaise absolue et j'arrive pas à progresser. Et j'écris ces quelques lignes que je vais te lire maintenant. Mon cerveau a divisé ses pensées en 2 mondes. D'un côté, une pastèque, de l'autre, un raisin sec. La pastèque me hurle d'abandonner, de faire cesser sans sommation cette douleur qui grignote chaque jour un peu plus mon être. Elle me grignote chaque pore de mon être. Elle me dit qu'il n'y a aucun espoir de résister 30 jours en progressant au quotidien de ce monde, aucune chance de survie. Le minuscule raisin sec, d'une voix à peine audible, essaye encore de lui tenir tête. Il cherche des solutions constructives pour rester là, pour trouver ces fameuses stratégies d'adaptation qui devraient me permettre de survivre malgré tout. Bon, c'est vrai, pour l'heure, il n'y parvient pas. Il lutte parce qu'il est têtu, mais il faut admettre qu'il a peu d'arguments valables. Mais il s'achète à en trouver. Tu l'as voulu. Un peu pauvre comme raison, non ? Tu fais des études qui doivent faire avancer la connaissance sur l'humain, donner un espoir pour s'adapter à demain, tu dois rester. C'est un peu mieux, mais pas suffisant. Il y a tous ceux qui ont cru en toi, au projet, qui t'ont aidé à le monter, qui sont venus avec toi, qui sont restés en France. Pour eux, tu dois continuer. C'est un peu plus convaincant, mais voilà que la pastèque revient avec son argument phare. Oui, sauf que cela n'aura aucune valeur, c'est la seule chose que l'on retrouve de toi, c'est une momie rabougrie, bien conservée par la sécheresse exceptionnelle des lieux. Et ça continue, ça tourne en rond. Voilà, c'est un petit passage que je vous lis, qui quelque part raconte assez bien ce que veut dire la lutte pour faire face à des conditions qui nous dépassent. Quand on doit faire quelque chose qui est au-delà de ce qu'on croit capable, on est toujours en lutte cognitive entre cette pastèque, cette énorme partie de notre cognition qui pourrait s'apparenter au système 1 selon Kahneman, qui dit rationnellement, mon gars, faut que tu lâches prise. Ne le fais pas, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué. Ça te donne pas de plaisir, arrête. Et puis ce tout petit bout, ce minuscule point cognitif qui lui se dit mais attends, c'est nécessaire, il faut tenter le coup. Si tu changes pas, c'est le monde peut-être qui disparaît si tu continues pas. Et on est en lutte permanente dans nos cerveaux entre ça et ça. Et forcément, la pastèque, elle, qui est qu'on pourrait associer à tout ce qui est les endorphines, les hormones du plaisir, la facilité, ce qu'on appelle le système 1, à savoir ce système qui nous fait agir de manière automatique, elle a une puissance extraordinaire dans nos cerveaux et elle nous rend la vie plus facile. Mais malheureusement, elle ne nous permet pas de changer. Et donc, il faut aller chercher ce petit raisin sec, cette petite zone de nos cerveaux, c'est une minuscule part qui nous dit « Ok, ce sera dur, ok, t'auras mal, ok, tu vas pas toujours aimer ce qui va se passer pour toi, mais une fois que tu auras terminé ce parcours et ce trajet qui sera compliqué, tu seras bien et ça aura valu la peine. » Et toute la lutte pour l'environnement, la sauvegarde de la planète, la volonté qu'on a de changer nos modes de vie, elle fonctionne comme ça. Et nous, notre rôle aujourd'hui, en tant qu'humains qui voulons faire bouger les choses, c'est d'aller réussir à trouver le petit raisin sec au fond de chaque cerveau de chaque humain pour le développer, lui donner de la confiance en lui et lui permettre de lutter contre la pastèque. Merci Christian. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.